Bon, alors accrochez-vous parce que, c'est un peu compliqué. C'est donc le projet de LPM comme on a eu le premier en 2013, je pense que vous en souvenez tous, c'était les systèmes d'information d'importance vitale Ah oui, c'est pour pour ça. les OIV. En 2018, on a eu les marqueurs techniques et là, il y a, plein de trucs. Et donc ça a été proposé à l'Assemblée le 4 avril, ça passe demain à la commission de la défense sur la partie cyber, hein. Moi, je vous parle que de la partie cyber. Alors en fait, il y a 5 épisodes et je vous les prends pas dans l'ordre de la LPM, mais c'est que pour que vous ayez au moins un aperçu de ce qui se passe. Par exemple, l'épisode 1, donc c'est une modification. Alors je vous ai mis un petit cartouche avec normalement tous les articles, du code de la défense, qui vont être impactés. Donc là, nous sommes à 23-21-4-1. Bref, tous les éditeurs de logiciels vont avoir l'obligation de notifier à l'ANSSI et à leurs clients les incidents de sécurité, je vous montrerai, et les vulnérabilités significatives. Donc ça, c'est pas lié, c'est pour tout le monde. Hein, c'est pas défense nationale, OIV, opérateur de services essentiels, opérateur critique, c'est pour tout le monde. On est éditeur de logiciels et qu'on commercialise en mode SaaS ou on-premises. Voilà, donc ça c'est dit. Et puis j'ai été lire aussi la note technique, l'analyse d'impact qui a été rendue publique par l'ANSSI. C'est clair, à partir du moment où on a du logiciel et qu'on le commercialise, on est bon. Ça s'applique à qui? Ça s'applique, donc je vous ai mis le texte hein, entier là, parce que sinon c'est l'enfer pour arriver à s'y retrouver. À partir du moment où vous fournissez à titre gratuit ou onéreux un logiciel sur le territoire français, à une société ayant son siège social sur le territoire français, ou à des filiales de sociétés ayant leur siège social sur le territoire français, ça s'applique. Donc là, c'est exactement ce que font les Américains avec l'extraterritorialité de leur loi, ce que fait l'Europe avec le RGPD, NIS 2, DORA et tout ça. Ben, la France fait pareil avec sa LPM, son projet de LPM 2023. Euh, Comme d'habitude, quand on nous parle de vulnérabilité significative et incidents informatiques compromettant la sécurité de leur système d'information susceptible d'affecter un de leurs produits, c'est SolarWinds. Okay, c'est tout à fait l'hypothèse qui est visée et on ne sait rien de plus. Donc, moi, vulnérabilité significative, j'ai appelé 2-3 personnes de l'OCIR, on m'a dit que bah fallait taper dans du CVSS. Voilà, à partir du moment où on commence à être en 9 en CVSS, dès qu'il y a de la compromission avec une possibilité d'accès à distance, élévation de privilèges et compagnie, il ne faut pas rêver, il faut notifier à l'ANSSI. Et en fait, ça a été fait en 2 temps, cette histoire-là. Alors, je vous mettrai mes slides en ligne cet après-midi ou ce soir, hein, vous aurez donc l'intégrale accessible. Donc, la première étape, c'est moi, France, j'oblige les éditeurs à notifier à l'ANSSI ainsi que l'analyse des causes et des conséquences de la vulnérabilité ou de l'incident. Hein. Donc déjà, ça tape fort. Ça, et puis bien sûr, il faut la remédiation. On n'en parle pas, mais il est évident que dans ce genre de cas, faut un peu assurer sa remédiation derrière. Et la deuxième étape, c'est les utilisateurs recourant à ces produits. Ça veut dire les clients. Pas les clients finaux, mais les clients professionnels, ceux avec qui vous signez contrat SaaS, on-premises ou n'importe quoi d'autre, puisqu'il n'y a rien de précisé là-dessus. Et donc les clients, c'est tout le monde. Hein, voilà, donc je passe là-dessus. Et la troisième étape, c'est que si l'éditeur en question ne le fait pas, l'ANSSI peut l'obliger à le faire, peut enjoindre aux éditeurs. Bon, il n'y a pas de sanction, donc ça va être, il faut que tu le fasses. Et sinon, l'ANSSI peut informer les utilisateurs ou rendre public la vulnérabilité ou l'incident ainsi que l'injonction faite à l'éditeur. C'est-à-dire qu'on rejoint euh, ce côté name and shame. Voilà, je te dis qu'il faut que tu rendes public, tu ne l'as pas fait, bah, c'est moi qui vais le rendre public pour toi, histoire que tu aies bien la honte. Voilà. Il n'y a aucune sanction pénale qui est prévue là-dessus. Alors, moi, j'ai discuté avec des gens de l'ANSSI dont je tairai le nom, bien sûr. Ils m'ont dit que pour eux, c'était suffisant. Donc, on va voir ce que ça donne, parce qu'apparemment, il y a eu quelques problématiques, notamment, je cite, toujours de manière anonyme, sur des éditeurs américains qui préfèrent mettre sous le tapis plutôt que de divulguer. Voilà. Bon, j'insiste pas sur ce point-là. Le point 2, il y en a 6, hein. Donc il y en a un que je vais vous traiter très vite, mais il y en a un ou deux qu'il faut quand même regarder.
Alors le point 2, là, on est sur 23-21-2, c'est, quand il y a un problème sur la sécurité des systèmes d'information, bien sûr, des autorités publiques, des OIV, des OSE et des opérateurs qui participent à, ces systèmes d'information. Donc là, déjà, c'est élargi, à tous les sous-traitants prestataires. Voilà, c'est le premier truc à retenir sur ce délire. Alors, je vais vous montrer qui et pourquoi, mais globalement, on élargit directement à tous les prestataires qui vont travailler, pour une autorité publique, un OIV, un OSE, hein. Le OSE, on est sur la directive NIS 1. Bon, alors bien sûr, ça va être adopté comme ça, puis dès qu'on va, avoir la loi de transposition de NIS 2, ça va être élargi aux entités critiques, essentielles et importantes qui vont remplacer les opérateurs de services essentiels. Je suis payé à l'acronyme, hein, là pour les petites 10 minutes que je vais vous parler, je vais me faire un peu d'oseille. Le système classique, c'est quand il y a un événement affectant la sécurité des systèmes d'information, bien sûr, on n'a pas de définition légale, hein. Donc c'est, uniquement, l'ANSSI qui décide si c'est bien un événement, vous voyez, c'est la partie centrale, le droit de caractériser un événement affectant la sécurité d'un système d'information, d'une autorité, machin, d'un OIV, d'un OSE, mais on n'a pas de définition légale. C'est-à-dire que ça va rester, probablement un peu sous le couvert du secret, enfin ex-secret défense, et aujourd'hui, nous les juristes, on a un seul critère pour savoir ce que c'est un incident de sécurité, c'est ça, c'est la définition qu'on a de cybersécurité dans, NIS 2, la directive NIS 2 qui reprend la définition de NIS 1. Donc, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Un événement susceptible de compromettre disponibilité, authenticité, intégrité, confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement. Enfin, de toute façon, je pense qu'on voit à peu près tout ce que ça donne, mais la définition précise, on l'a pas et on l'aura pas. Alors, cet article-là, c'est tout ça, c'est pourquoi? C'est pour, les dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques ou des dispositifs permettant le recueil de données sur le réseau d'un opérateur de communication électronique, d'un FAI, d'un hébergeur ou d'un centre de données, affecté par la menace. Heu Le seul truc, moi juriste, dans ce genre de cas, j'entends, marqueur technique. Il se trouve qu'on a une définition légale, hein, je vous l'ai mise, là, je vous la lis même pas parce que c'est l'enfer, en plus ça dit 2 fois la même chose. Mais globalement, avec la LPM de 2018, on avait une définition légale de ce que c'était que les marqueurs techniques. Je ne vais pas vous insister, c'est les IOC, vous connaissez ça mieux que moi, et en clair, pour les juristes, je vous montrerai juste en une slide qu'on arrête de me casser les pieds à moi. C'est pas de la donnée personnelle, voilà, c'est le seul truc à retenir, et il y a tous les DPO qui vont encore se jeter par la fenêtre en nous expliquant qu'on n'a rien compris, alors qu'en général, c'est plutôt le contraire, mais j'insiste pas. Ce qui est intéressant, c'est que ces dispositifs de collecte de données techniques, de marqueurs techniques et compagnie, donc quand la LPM va être adoptée, il y aura d'un côté les opérateurs de communication électronique, c'est-à-dire téléphonie fixe, téléphonie mobile, hein. En clair, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, il y a les FAI, fournisseurs d'accès internet, les hébergeurs, bon ça je pense que vous connaissez, et surtout le gros élargissement, c'est les opérateurs de data center, qui pourraient, au cas où ils ne seraient ni FAI, ni hébergeurs, ni opérateurs de communication électronique, donc c'est la volonté de l'ANSSI, d'obtenir un élargissement de ses pouvoirs potentiels à un plus grand nombre d'opérateurs qui opèrent, sur le domaine. Voilà, j'arrête pour celui-là, pour vous traiter juste, les 6 cas. L'épisode 3, il est assez facile en fait, parce que c'est une disposition, de la LPM 2018 qui permettait à l'ANSSI, d'obtenir des opérateurs de communication électronique, et aujourd'hui c'est élargi aux FAI et aux hébergeurs, le droit d'informer directement leurs abonnés à eux, c'est-à-dire vous et moi, utilisateurs finaux, quand on est consommateur, pour les alerter sur la vulnérabilité de l'atteinte à leur système d'information. C'est un truc qui a jamais été mis en œuvre à ma connaissance, même en application de la LPM 2018, et pardon si je vais un peu vite, mais globalement, c'est, au cas où vraiment, il y a un opérateur qui déconne grave et qui refuse d'informer officiellement, tous ses abonnés utilisateurs finaux, pros ou consommateurs, qui se sont fait infecter, l'ANSSI a la capacité, à les informer directement. Alors, ça laisse juste rêveur parce que je vois mal l'ANSSI aller prévenir, les, 600 000 abonnés de X ou les 600 000 utilisateurs ou les 6 millions d'utilisateurs du réseau de télécom, Y. Voilà, ça me paraît un peu illusoire, mais en tout cas légalement,
le droit est là. Et ça s'applique, alors ouais, c'est ça qui est horrible dans cette ELPM, ça s'applique toujours aux opérateurs de communication électronique, c'est élargi aux FAI, aux hébergeurs, mais ça ne concerne pas les data centers. Ne me demandez pas pourquoi, voilà, il faut suivre au cas par cas, j'insiste pas. Quatrième épisode, sans vous saouler trop, des événements de sécurité et des données techniques encore. Alors là, c'est encore un autre truc. C'est en cas d'événements affectant la sécurité du système d'information d'une autorité publique, d'un OIV, d'un OSE. Ok, là, on est dans le périmètre de la LPM de 2014, de la LPM de 2013, pardon, qui est élargie, ou d'un sous-traitant. Systématiquement, maintenant, toutes ces obligations sont élargies aux sous-traitants. Voilà, donc c'est la partie bleue soulignée, c'est ce qui est nouveau. Alors, les données techniques, j'insiste pas parce que c'est à peu près la même chose. Il y a un moment, pour essayer de comprendre, moi, j'ai été lire l'étude d'impact, donc qui est publique, hein, je vous mettrai les liens sur ma presse que je posterai ce soir. Moi, tout ce que j'ai compris, c'est dans ce carré-là, noir, c'est tout en bas. C'est à cette fin, il est nécessaire d'effectuer des copies de machines compromises. Voilà. Après, vous avez du blabla de partout, parce que dans l'étude d'impact, c'est de la page 311 à la page 378. Hein. Donc, il y a de la matière, c'est très documenté, c'est très bien écrit. Donc, moi, j'ai retenu des copies des machines compromises, sans rentrer trop dans les détails. Donc, j'insiste pas sur celui-là. Épisode 5, pour ne pas vous saouler trop, voyez, là, je vous l'ai mis en énorme, exploitation de nom de domaine. Alors là, c'est très, très intéressant parce que ça, c'est vraiment complètement nouveau, avec des critères qui n'ont rien à voir là aussi. Voilà, là, je vous l'ai mis, alors pardon, hein, il y a de la couleur, ça pète un peu aux yeux, mais c'est que moi, j'y arrivais plus non plus, c'est parce que c'est vraiment technique. Là, déjà, on va changer de critère, on va parler de menaces susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale. Donc, on n'est plus OIV, OSE, machin, c'est un autre critère. Je ne sais pas comment ça atterrit là-dedans, mais c'est ça. Et ensuite, on va vous parler de l'exploitation d'un nom de domaine à l'insu de son titulaire légitime, de bonne foi, genre technique et droit du numérique.fr. Je suis le titulaire, j'ai enregistré de manière légitime et de bonne foi auprès d'un exploitant qui va être donc. Bref, voilà. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est toujours pareil. Menace susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale, mais là, quand il y a un nom de domaine qui a été enregistré de manière malveillante. Et là, on a un dispositif, donc en fonction des deux hypothèses, le dispositif n'est pas le même. Et c'est encadré dans le même article que je ne vous fais même pas lire tellement c'est mal écrit. Donc ça, c'est le fameux critère qui est complètement à part de toute cette ELPM, de l'atteinte à la sécurité nationale. Et c'est quoi l'atteinte à la sécurité nationale? Ben, plutôt que de vous faire de la propagande franco-française, on a trouvé un arrêt, La Quadrature du Net, bien sûr, qui n'est pas vieux, hein, 6 octobre 2020, qui vous explique l'intérêt primordial, les fonctions essentielles de l'État, les intérêts fondamentaux de la société, gna 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 gna. Donc on sort du strict truc LPM pour se retrouver sur un truc qui est plus large, entre guillemets, qui est cette notion de sécurité nationale et non pas défense nationale. Voilà, j'insiste pas. Ça vise qui? Ça vise 4 types d'opérateurs. Hein. C'est écrit pareil dans l'étude d'impact, hein, donc je n'ai pas inventé grand-chose là-dedans. Donc c'est bien sûr les FAI, les hébergeurs, les registrars, hein, comme l'AFNIC, et les bureaux d'enregistrement des noms de domaine établis en France. Donc chez eux, voilà, eux, ils sont tous susceptibles d'être impactés. Et sans rentrer dans les détails, parce que si ça vous intéresse, je suis en train de publier ça par épisode, moi, sur mon site web. Globalement, c'est des mesures de filtrage, ok, bien classiques, avec soit blocage, soit suspension, soit redirection sur un serveur opéré directement par l'ANSSI. Voilà, c'est écrit comme ça. Donc c'est, je vous l'ai pas mis là. Oui, c'est une sorte c'est comme un DNS menteur, sauf que ça n'est pas fait à l'insu et sans que l'utilisateur le sache. C'est tout à fait, ça va être bloqué. Donc il y aura, je dis n'importe quoi, une erreur 404. Je vais me faire déchirer en disant ça par l'un d'entre vous, je le sais, mais c'est pas grave, je me lance. Globalement, bah, un blocage, c'est du blocage. Suspension, je ne vois pas en quoi c'est différent du blocage, si ce n'est que c'est temporaire. Et la redirection, là, par contre, vous allez arriver sur une mire, genre l'ANSSI vous remercie d'avoir visité cette page, mais globalement, vous n'aurez rien du tout. Voilà. Donc, c'est soit l'opérateur qui doit faire à la demande de l'ANSSI, soit c'est l'ANSSI qui a la capacité, si l'opérateur ne le fait pas lui-même, à le faire directement en passant sur la tête de l'opérateur à qui on a demandé de le faire.
Je ne vous rentre pas dans les détails. Voilà, et tout ça pour les mesures, pour neutraliser la menace, blablabla, blablabla, blablabla. Pareil, pas de sanctions autres, je ne sais pas comment ils vont faire, l'ANSSI, c'est bien, ils sont dotés de pouvoir, mais ils n'ont pas capacité à coller des amendes, ou menacer de prison, l'opérateur qui ne le ferait pas. Donc je ne sais pas très bien, comment ça va tourner. Dernier épisode, enfin, vous voyez, puis je vous l'ai beaucoup simplifié, c'est extrêmement dense, c'est super technique, et le dernier épisode, là, on est sur les fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine. Et c'est vous dire, si on est allé loin là-dedans, et c'est alors bon, à peu près les mêmes critères: détecter, caractériser des attaques informatiques, mais là, toujours pareil, c'est au sens large, hein, c'est pas que limité aux attaques, qui vont viser les OSE, les OIV, machin. Là, c'est les attaques informatiques tout court, et ça vise les opérateurs de communications électroniques, donc mobile fixe, et les fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine où il y a transmission des données techniques, toujours les mêmes. On attend le décret, mais enfin les données techniques, c'est toujours la même chose. C'est de l'IOC, c'est du fichier log. Il y a même un pro dont je tairai le nom qui m'a dit que c'était les PCAP. Bon, j'ai noté, mais je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais il paraît que c'est les PCAP aussi. Donc, j'espère que vous avez compris ce que ça veut dire. Moi, je n'ai même pas compris, donc tout va bien. Et capture réseau. Capture de D'accord. trafic réseau. Il faut que je le note aussi pour essayer de comprendre à un moment ce que ça veut dire, mais voilà, vous avez compris, c'est le principal. Donc là, on est bien sur des données techniques non identifiantes. Alors, il y a une série de couplets dans toute cette LPM en disant: «Attendez», et l'ANSSI décrit très clairement partout: «Venez pas me gonfler, c'est pas, de la donnée RGPD, d'accord? C'est de la métadonnée, c'est de la donnée technique, c'est, des adresses IP, c'est des marqueurs, c'est des condensats, comment vous appelez ça aussi? Des haches, enfin et compagnie. C'est pas de la donnée personnelle, c'est pas de la donnée personnelle. C'est dit, 50 fois par l'ANSSI, qui en a ras-le-bol de se casser les pieds. Et voilà ma conclusion sur le projet de LPM 2023. Donc à l'Assemblée là, c'est prévu, le président Macron a demandé que ce soit voté avant le 14 juillet, et il y aura le décret qui devrait arriver aux alentours du mois de décembre. Si vous avez une insomnie ou si vous avez arrêté de boire, vous prenez le projet de la LPM, vous vous endormirez et vous vous serez remis à boire, je vous en fais la promesse. Voilà, je m'arrête là pour la LPM 2023, enfin le projet de LPM 2023.